Nous nous rendons dans un village isolé du sud-ouest de la France pour rencontrer Max Bardet. Cet ancien soldat français a été envoyé au Cameroun entre 1962 et 1964 dans la région des Bamileke. En tant que pilote d'hélicoptère, il a assisté à plusieurs massacres commis par le régime camerounais, un régime fortement soutenu, armé et financé par la France. Un bel 47 G2, 280 chevaux. Un tout petit hélico, il y a 3 places, tout cassé. L'armée ciblait les villages supposément acquis à l'UPC, un parti qui s'opposait au président Amadou Ahidjo. Pour l'UPC, l'indépendance en 1960 était factice et Ahidjo était aux ordres de la France. Pour la première fois à la télévision, Max Bardet parle des atrocités qu'il a vues. Les hommes, ils devaient les achever, et les femmes, ils les achevaient pas. Ils les laissaient mourir comme ça. Max Bardet était accompagné d'un officier de l'armée française. Ce que voulait voir cet officier qui était avec moi, c'était qu'il n'y ait surtout pas comment dirais-je, de gens qui puissent aller raconter ça et qu'on puisse impliquer justement, comme il y avait encore quelques militaires français, qu'on puisse impliquer la France dans ces affaires-là. L'ancien soldat dit comprendre la colère de nombreux Camerounais. Moi, je serais à leur place, j'en voudrais. Je serais moune et j'en voudrais aux Français. Enfin, j'en voudrais aux Français. Ce sont les auteurs du livre intitulé La guerre du Cameroun qui vient de paraître qui ont retrouvé la trace de ce témoin capital. Bref, on est en train de jouer un jeu qui nous dépasse très largement, parfois pour des avantages financiers qui peuvent profiter à nos dirigeants eux-mêmes, mais qui, et on s'en est bien rendu compte en 2015-2016, quand une vague d'attentats s'est abattue sur la France, nous mettent vraiment en danger. Et Messon conclut à notre sujet en disant, eh bien voilà, la France est objectivement devenue un État voyou. Et en plus, un État voyou bas de gamme. Un suiveur, foireux, supplétif, méprisé, qui se comporte comme un État voyou. C'est son diagnostic sur l'état de la diplomatie française en 2017. Sans nécessairement être d'accord avec tout ce qu'il dit, je crois qu'on peut le suivre là-dessus. Dans cette intervention, dans laquelle il y a eu un aspect humanitaire, mais l'intention centrale était tout à fait différente. Elle était de remettre au pouvoir le gouvernement qu'on soutenait depuis 4 ans. Le seul problème, c'est que c'est ce pouvoir qui commettait le génocide. Voilà. Donc nous sommes entrés du côté des génocidaires. Et moi, ma première mission, qui était ma spécialité à l'époque, c'était de guider les frappes aériennes sur le terrain. Parce que pour que des frappes aériennes fonctionnent, il faut qu'en fait, il y ait une équipe très très proche des cibles. Et donc j'avais été intégré dans une unité de combat de la Légion étrangère. Et l'ordre préparatoire que nous avions reçu, c'était de mener un raid terrestre sur Kigali pour reprendre la capitale du Rwanda et remettre en place le gouvernement de l'époque, en faisant totalement abstraction du fait que ce régime était génocidaire. Et ça a changé au cours, en une semaine pratiquement. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que pendant la première semaine, clairement, nous avions cette intention de nous battre contre les ennemis des génocidaires. Ce qui est complètement effarant, c'est que, comme vous le soulignez tout à l'heure, c'est le dernier génocide du XXe siècle. Le seul qu'on aurait pu éviter. Et on a réussi à rentrer du côté des génocidaires. On essaye de les remettre au pouvoir. Et assez tard dans l'opération, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, on arrête enfin ces actions offensives contre le FPR au moment où elles vont se déclencher. Je suis absolument persuadé que c'est parce que l'Élysée, à ce moment-là seulement, a pris peur que la France soit condamnée pour complicité de génocide. Mais on a fait quelque chose de terrible. C'est qu'on a créé une zone humanitaire sûre, qui n'a été sûre que pour les génocidaires, et qui a permis aux génocidaires de repartir se réfugier tranquillement au Zaïre. Ça a été la deuxième période de notre opération. Et la troisième, inacceptable, c'est que nous avons livré des armes aux génocidaires dans des camps de réfugiés au Zaïre, alors que nous étions sous embargo de l'ONU. Ce qui m'a poussé à écrire le livre Coup d'État sur la Côte d'Ivoire, c'est le fait que j'étais en train d'enquêter sur le rôle et l'action de l'Union européenne dans les Grands Lacs, notamment au Congo et au Rwanda. Et donc, les archives que j'avais obtenues de l'Union européenne, il y avait un certain nombre de documents d'archives qui parlaient de la situation ivoirienne, c'est-à-dire la cellule stratégique de la
politique extérieure de l'Union européenne traitait plusieurs dossiers en même temps. Et parmi les archives, les documents d'archives que j'ai consultés, il y avait beaucoup de notes sur ce qui se passait en Côte d'Ivoire, sur les rapports des services de renseignement européens par rapport à la crise ivoirienne. Et je voyais qu'il y avait eu beaucoup de choses qui ne correspondaient pas exactement à ce qui était dit dans les médias. Et au moment où je travaillais donc sur le Congo et sur la diplomatie européenne au Congo et dans les Grands Lacs, la crise ivoirienne a pris une autre ampleur. J'ai donc arrêté mon enquête sur le Congo pour travailler sur le dossier ivoirien. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui étaient dites qui ne correspondaient pas à la réalité. On accusait par exemple le président Gbagbo d'être responsable de l'assassinat du journaliste Guy-André Kiefer. On accusait le président Gbagbo d'avoir organisé le bombardement du camp militaire français de Bouaké où 9 soldats français avaient été tués. On accusait le président Gbagbo de refuser de quitter le pouvoir parce qu'il avait perdu les élections. Et je me suis demandé, mais si tout cela est vrai, mais pourquoi il n'y a pas suffisamment de preuves qui permettent d'établir la vérité? Je suis parti du doute selon lequel le président Gbagbo demandait qu'on recompte les voix. L'ensemble de la communauté internationale était contre lui. Les médias également. Donc pour moi, si le président Gbagbo avait perdu les élections et qu'à partir du moment où il avait toute la communauté internationale contre lui et que lui, il proposait qu'on recompte les voix, je ne voyais pas où était le problème. Pourquoi on ne voulait pas compter les voix, y compris en présence des caméras, même si ça ne se faisait pas à ce moment-là, ils auraient demandé exceptionnellement de faire venir toutes les caméras du monde entier pour compter les voix devant les caméras de télévision et humilier le président Gbagbo s'il a perdu les élections, mais dans le cas où il a gagné, eh bien, de le rétablir dans ses fonctions. Je pense qu'ils avaient peur de la deuxième situation parce que tout le monde l'avait déjà accusé d'avoir perdu. Et alors, si, devant les caméras, on constatait qu'il avait gagné, eh bien, l'humiliation n'allait pas être pour le président Gbagbo, mais pour la communauté internationale. Et c'est ça qui a empêché les gens de recompter les voix. Donc, je me suis dit, s'il refuse ce type d'opération, je vais chercher à savoir ce qui s'est passé avec la disparition de Guy-André Kiefer. Je veux savoir si c'est effectivement le président Gbagbo qui a bombardé le camp militaire français de Bouaké. Je veux savoir si effectivement c'est le président Gbagbo qui a perdu les élections. Et je veux comprendre pourquoi il y a une telle sympathie vis-à-vis de M. Alassane Ouattara. Pourquoi le monde entier est unanime que M. Alassane Ouattara est un type formidable, un démocrate, alors qu'il avait occupé les fonctions de Premier ministre dans les années 90 et qu'il a laissé la Côte d'Ivoire dans une situation de banqueroute sur le plan financier, d'après les rapports de l'OCDE que j'ai pu avoir à l'époque. Donc j'ai voulu comprendre tout cela. Et donc, c'est au terme de toutes ces observations que j'ai mené mon enquête sur Côte d'Ivoire, le coup d'État, qui a contredit, point par point, tous les éléments qui avaient été soulevés à l'époque contre le président Gbagbo. Bonjour surtout à nos téléspectateurs des 4 continents. C'est grâce à eux que nous sommes le monde. Je vais pour une fois ne pas vous parler de la géopolitique mondiale, mais de 2 livres qui font débat actuellement à Paris. Ce sont 2 livres sur la sale guerre du Cameroun qui a été menée par la France entre 1955 et 1971. Ce sont 2 livres que l'on tente d'étouffer actuellement en France et je voudrais que les Camerounais s'en emparent et qu'on en débatte dans ce pays. Camerounais, ce dont je vais vous parler, c'est de votre histoire occultée, votre histoire maquillée. Africain, c'est une histoire qui vous concerne aussi, parce que c'est au cours de cette guerre, dans les années particulièrement
1955-1960 que Paris a inventé cette fameuse France-Afrique, cette machine à voler la décolonisation aux Africains. Il y a eu 2 livres. En 2011, le livre Cameroun, une guerre cachée au cœur de la France-Afrique. C'était un gros livre de plus de 700 pages et très difficile d'accès. Vient maintenant de sortir un résumé de ce livre qui s'appelle La guerre du Cameroun au cœur de la France-Afrique. C'est un livre fondamental pour tous les Africains, pour tous les panafricanistes. Je vous engage à le lire. On le trouve actuellement dans les réseaux de la FNAC. On les trouve sur Amazon. N'hésitez pas. La guerre du Cameroun, ça a été ce que les auteurs appellent la deuxième guerre d'Algérie ou la petite guerre d'Algérie entre 1955 et 1972. Ça a été une guerre sanglante puisque rien qu'en région Bamileke, elle aurait fait entre 120 000 et 200 000 morts. On est, rappelons-le, à l'époque, dans des populations extrêmement plus réduites qu'elles ne le sont avec l'expansion démographique de l'Afrique aujourd'hui. La guerre, elle a été avant tout une guerre psychologique, une guerre pour la conquête des esprits, une guerre pour la conquête des populations. C'est à cause de cela en partie qu'elle a été occultée, parce que c'est vrai que les Français sont parvenus à gagner la guerre du Cameroun, provisoirement en tout cas, et à s'emparer d'une grande partie des esprits. Lorsque l'on écoutait avant les historiens français, ils parlaient de guerre ethnique post-indépendance, mais il n'y a rien d'ethnique dans cette guerre. Cette guerre, tout d'abord, elle est l'application au Cameroun de la fameuse doctrine de la guerre révolutionnaire qui est concoctée, définie par les colonels parachutistes de l'armée française, défaits en Indochine, lancés dans la guerre d'Algérie et dans cette guerre du Cameroun. Ils définissent à partir de l'enseignement de leurs ennemis marxistes qui les ont battus en Indochine, cette théorie de la guerre révolutionnaire qui est en fait contre-révolutionnaire. Ne pensez pas que c'est de l'histoire lointaine. Cette guerre aujourd'hui, cette DGR, elle est toujours appliquée dans les écoles de formation des services antiterroristes, des services qui combattent les mouvements révolutionnaires. Et par exemple, l'un de ses grands disciples, c'est un certain général Maddock, chien furieux Matisse, qui commandait l'armée américaine et plusieurs divisions de Marines en Irak lors de la fameuse bataille de Fallujah, où on a appliqué cette DGR. Matisse, ce n'est pas de l'histoire ou du passé, c'est le nouveau ministre de la guerre, c'est le nouveau patron du Pentagone de Donald Trump. La guerre contre-insurrectionnelle, elle apparaît dans toutes les guerres de décolonisation, pas seulement en France. L'une des choses, que dénonce ce livre, l'une des idées reçues sur lesquelles il revient, c'est que les guerres françaises auraient été sanglantes et que les guerres britanniques auraient été très libérales, que la décolonisation britannique aurait été libérale. En fait, avant les Français, il y a au Kenya précisément les Britanniques contre l'insurrection des Mau Mau, et avant cela encore, la guerre de décolonisation de l'Indonésie avec le général Sterling. Ce sont eux qui mettent au point ces techniques que les Français vont systématiser, que l'on va employer en Indochine, et beaucoup plus tard, qui vont servir au Hutu Power au Rwanda des années 1993-1994 pour organiser le génocide des Tutsis. Ce sont, rappelons-le, d'un Hutu Power qui est lié à la France, qui est encadré par l'armée française. Je n'aime pas le président rwandais Kagame, mais il faut reconnaître que quand il se plaint de Paris, il y a un fond de vérité immense à ces récriminations. 10 ou 12, à cette époque, n'est-ce pas, écrivez à Sceaux, ministre
que la France était le pays le plus belliqueux d'Europe, n'est-ce pas? Or, à nous Français, on nous a toujours appris que l'Allemagne, et ça continue, je pourrais citer nombre de livres parus récemment, visaient à l'hégémonie, alors que de 1871 à 1914, c'est-à-dire sur un laps de temps de 40 ans, n'est-ce pas, l'Allemagne n'a mené aucune guerre coloniale au moment où les trois gredins de Lénine, c'est-à-dire l'Angleterre, la France et la Russie, continuaient à se partager le monde et à mener des guerres partout en Afrique. La guerre des Boers, voulue en particulier par des financiers qui voulaient mettre la main sur le Transvaal et l'État d'Orange, où on venait de découvrir des mines de diamants, n'est-ce pas? Guerre des Boers, d'ailleurs, qui a soulevé d'émotion presque toutes les nations d'Europe contre l'Angleterre, qui s'est trouvée à ce moment-là complètement isolée, d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle s'en est sortie 3 ans plus tard en concluant avec les Français l'entente cordiale. À ce moment-là, elle était vraiment mal vue par toute l'Europe. C'est d'ailleurs là que les Anglais ont fait périr 27 000 femmes, enfants et vieillards dans les premiers camps de concentration. Il ne faut jamais l'oublier. Pendant la guerre des Boers, on n'en parle presque pas. Donc, Hitler avait quand même pris quelques leçons déjà là-bas en Afrique du Sud, à cette exception près que les Anglais ne gazaient pas comme l'ont fait les Allemands, ou mis dans des fours crématoires les victimes. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, les 27 000 femmes enfants qui ont crevé dans leur camp. Peut-être les ont-ils brûlés eux aussi, je ne sais pas. On remonte le temps et l'on s'arrête au Cameroun dans les années 60. C'est une page sombre pour ce pays. Il vient d'accéder à l'indépendance, mais une guerre de 7 ans démarre entre les autorités et les membres de l'Union des populations du Cameroun. Ces derniers sont considérés comme des rebelles. Ils seront massacrés par l'armée, mais aussi par les Français. La France, pourtant, n'a jamais reconnu cette guerre en tant que telle. C'est le focus signé Nicolas Germain, Marcel Amoko, Zigoto Chaya, Mélina Hué avec Sylvain Rousseau. Nous nous rendons dans un village isolé du sud-ouest de la France pour rencontrer Max Bardet. Cet ancien soldat français a été envoyé au Cameroun entre 1962 et 1964 dans la région des Bamileke. En tant que pilote d'hélicoptère, il a assisté à plusieurs massacres commis par le régime camerounais, un régime fortement soutenu, armé et financé par la France. Un bel 47 G2, 280 chevaux, un tout petit hélico, il y a 3 places tout cassé. L'armée ciblait les villages supposément acquis à l'UPC, un parti qui s'opposait au président Amadou Ahidjo. Pour l'UPC, l'indépendance en 1960 était factice et Ahidjo était aux ordres de la France. Pour la première fois à la télévision, Max Bardet parle des atrocités qu'il a vues. Les hommes, ils devaient les achever, et les femmes, ils les achevaient pas. Ils les laissaient mourir comme ça. Max Bardet était accompagné d'un officier de l'armée française. Ce que voulait voir cet officier qui était avec moi, c'était qu'il n'y ait surtout pas de gens qui puissent aller raconter ça et qu'on puisse impliquer justement, comme il y avait encore quelques militaires français, qu'on puisse impliquer la France dans ces affaires-là. L'ancien soldat dit comprendre la colère de nombreux Camerounais. Moi, je serais à leur place, j'en voudrais. Je serais Moune et j'en voudrais aux Français. Enfin, j'en voudrais aux Français. Ce sont les auteurs du livre intitulé La guerre du Cameroun qui vient de paraître qui ont retrouvé la trace de ce témoin capital. Les Français ont continué
de façon très discrète, en pilotant les opérations, plus qu'en étant vraiment massivement sur le terrain, a réprimé non seulement le mouvement nationaliste représenté par l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, mais également les populations suspectées de soutenir ces mouvements qui étaient qualifiés de subversifs. Donc ça a été une répression à la fois très discrète, voire secrète, c'est-à-dire qu'en métropole, dans l'ex-métropole, en France, personne n'était au courant que ces opérations militaires étaient en cours. Des opérations à la fois donc très discrètes, très secrètes, et en même temps extrêmement violentes. C'est-à-dire qu'on est, à partir de 1960, dans des logiques de bombardement de villages, de rassemblement de centaines de milliers de villageois dans des villages de regroupement derrière des barbelés, une torture qui se systématise. Les révélations de ce livre, qui fait suite à un premier ouvrage, Cameroun, pourraient avoir des conséquences juridiques et financières pour l'État français. Le gouvernement français est, par exemple, au courant que les Mao Mao, qui ont été réprimés au Kenya à la même période, et selon des modalités très similaires à ce qui s'est passé au Cameroun, ont lancé depuis quelques années des actions en justice contre le gouvernement britannique et ont obtenu gain de cause. Il y a actuellement encore des procès en cours. Et je crois que le gouvernement français ne voudrait pas être confronté à de tels procès, mais surtout que les gouvernements français actuels s'inquiètent des conclusions qu'on peut tirer de cette guerre, puisque cette guerre n'a pas été seulement un moment de répression, mais ça a permis d'installer un système de gouvernance, à la fois au Cameroun, mais plus globalement dans toutes les anciennes colonies françaises d'Afrique. Aller y regarder de plus près sur cette guerre implique également de s'interroger sur les conséquences à long terme pour beaucoup de pays. Et ça, je crois que ça inquiète beaucoup les dirigeants français, qu'ils soient de gauche ou de droite. Sur place au Cameroun, certains se souviennent encore de la période des massacres. Tadeye Melon a été le garde du corps du dernier grand leader historique de l'UPC, Ernest Ouandié. C'était vraiment une guerre sans pitié. Ils bombardaient sans connaître même si c'est un homme ou c'est un enfant, ils bombardaient ça. Tadeye Melon a combattu pendant des années dans la région des Bamileke contre les forces françaises et le régime camerounais. Il a été grièvement blessé. Je me suis renversé dans un trou quand nous sommes tombés dans une embuscade avec Wandi. Je suis tombé dans un trou évanoui. On m'a transporté pour aller laisser à l'hôpital. Il ne regrette en rien ses années d'engagement. Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Lentement, la position officielle de Paris évolue. En 2009, le Premier ministre François Fillon parle de pure invention lorsque la France est accusée d'avoir assassiné des dirigeants politiques au Cameroun. L'an dernier, à Yaoundé, François Hollande est le premier président français à admettre qu'il y a bien eu une répression, mais sans reconnaître le rôle de Paris. Aujourd'hui, certaines associations camerounaises veulent aller plus loin et comptent bien demander des réparations à la France pour sa participation dans cette guerre très discrète, mais qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, selon des historiens français et camerounais. On poursuit la discussion avec vous, Thomas Delton. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste, essayiste, co-auteur de La guerre au Cameroun, l'invention de la France-Afrique, qui s'est paru aux éditions de La Découverte en octobre 2016. D'abord, un mot du contexte de l'époque. On est en 1960 et le Cameroun vient d'accéder à l'indépendance. Alors, ce qu'on appelle la guerre du Cameroun commence avant. Peut-être pour donner du contexte, justement, je pourrais citer la phrase de Pierre Messmer, qui a été Premier ministre dans les années 70, ministre des Armées pendant les années 60, mais qui avant ça avait fait une carrière coloniale, et c'est lui qui, entre 1956 et 1958, était ce qu'on appelle le haut commissaire de la France au Cameroun, le préfet, on va dire, de l'époque. Et dans ses mémoires, il dit cette phrase que je cite: « Nous avons accordé l'indépendance à ceux qui la demandaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la demandaient avec le plus d'intransigeance. » En une phrase, il résume assez bien le contexte de l'époque, en effet. Et les mots sont choisis. Éliminer politiquement, puis militairement, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la France, le Conseil des ministres en France a interdit l'Union des populations du Cameroun. L'UPC est donc rentré en clandestinité, et refusant d'abandonner le combat, la France s'est acharnée militairement, cette fois-ci, avec des vastes opérations militaires pour essayer non seulement d'éradiquer l'UPC, mais également toutes les populations accusées de les soutenir, de soutenir les nationalistes. Parce qu'il y en avait d'autres ? Parce qu'il y avait
D'autres personnes, il y avait l'UPC, il y avait d'autres groupes. Mais surtout, non, l'UPC, qui avait été créé en 1948, avait mobilisé massivement les Camerounais autour des mots d'ordre d'indépendance, de réunification du Cameroun français et du Cameroun anglais. Et donc, effectivement, il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de Camerounais qui soutenaient l'UPC. C'est dans les rapports de police de la France qui dit l'UPC jouit d'une popularité immense. Donc, pour essayer d'éradiquer, d'éliminer, comme dit Mesmer, complètement les velléités nationalistes, la France a engagé une guerre. Est-ce que l'UPC était armé? Ils auraient bien aimé, je pense, parce qu'ils se considéraient à juste titre, à mon avis, comme des résistants face à l'ordre colonial. Mais malheureusement, ils n'avaient que très peu de soutien et surtout, ils n'étaient pas du tout préparés à une lutte armée. Ils n'avaient pas du tout l'intention de faire une lutte armée. On le voit dans les archives et beaucoup d'historiens camerounais, américains l'ont montré. L'UPC est un parti légaliste. Modérés, comme on dirait. Ils réclamaient simplement leurs droits, des droits reconnus par les Nations Unies, c'est-à-dire la pleine souveraineté et l'indépendance. Or, la France refusait de reconnaître des droits qui étaient pourtant reconnus par l'ONU aux Camerounais. Donc à l'époque, le président camerounais était un homme de paille de la France? Alors, le président camerounais, il n'y a un président au Cameroun qu'après l'indépendance proclamée le 1er janvier 1960 à Idjo. Alors, un homme de paille, c'est peut-être une formule un peu rapide, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a été installé par les autorités françaises 2 ans à la tête du pays en tant que Premier ministre 2 ans avant l'indépendance officielle, et ensuite qui est resté au pouvoir jusqu'en 1982. Avec cette spécificité que la guerre qui a été menée à partir du milieu des années 50 jusqu'à la fin des années 70 s'est progressivement s'est transformée progressivement en système de gouvernement. Et donc les techniques extrêmement violentes de guerre se sont routinisées d'une certaine façon. C'est rentré dans une sorte d'administration quotidienne. Nous, quand on a fait notre enquête, et d'autres chercheurs ont constaté la même chose, on voyait que des choses comme la torture, par exemple, devenaient presque banales. C'est-à-dire qu'on interrogeait des militaires camerounais ou des anciens policiers qui nous expliquaient, ah oui, là, c'est vrai qu'on tapait assez fort, ce qui signifie, enfin, qui signifiait qu'en réalité, ils pratiquaient la torture presque quotidiennement. C'était devenu un système habituel. La dictature est devenue une sorte de guerre permanente, non seulement contre les opposants, mais contre tout le peuple camerounais. Et ça a duré 7 ans, c'est ce que dit Nicolas Germain dans le sujet. En tout cas, moi, personnellement, je ne connaissais pas cette page, et j'imagine que beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent la découvrent. Pourquoi cette méconnaissance? Il faut dire que à ce moment-là, la France avait les yeux rivés aussi sur l'Algérie. Alors ça, c'est une question intéressante. Pourquoi cette méconnaissance? À mon avis, il y a des responsabilités françaises extrêmement fortes, extrêmement importantes. Les autorités françaises ont toujours essayé de censurer les moindres personnes qui essayaient de parler de ça. Un exemple fameux est celui de la censure du livre de Mongo Betty en 1972. Mongo Betty, qui est un grand écrivain camerounais, a écrit un livre sur ce sujet-là en 1972. Son livre est interdit, saisi, et tous les exemplaires brûlés. Donc, voilà pourquoi on n'en a pas entendu parler. C'est un exemple entre 1000. Et par ailleurs, excusez-moi, mais il y a aussi une responsabilité des médias. Alors vous vous intéressez au sujet, mais les médias français ont l'air de considérer que c'est un détail de l'histoire. Et je trouve que là, il y a quand même un problème. On parle d'une guerre extrêmement violente, qui a eu des conséquences immenses et durables. Et quand on en discute avec des journalistes, très souvent ils nous disent « Ah oui, c'est intéressant, oh là là, je ne connaissais pas ça ». Mais ça, visiblement, ça leur donne pas forcément envie d'aller creuser plus loin. Et ça, c'est vrai que pour nous, pour tous les chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là, on est un peu perturbés. On se dit, comment ça se fait que vous ayez pas envie d'aller y voir plus près? On a écrit des centaines de pages sur ce sujet, pas seulement nous, hein, des chercheurs américains, comme je disais, des dizaines d'écrivains camerounais, de romanciers, de chercheurs. Et bizarrement, dans les médias français, c'est un détail de l'histoire. François Hollande parle de répression. Pourquoi cette timidité quand on voit l'ampleur du massacre? C'est quoi? C'est de la censure? Alors il y a eu de la censure, hein, je l'ai dit. Ah oui, dans les années 70. Dans les années 70. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'autocensure. Alors François Hollande, effectivement, c'est le seul qui allait aussi loin. Alors, c'est le seul qui a parlé de ça officiellement déjà, pour commencer. Alors effectivement, en visite à Yaoundé en juillet 2015, il a dit qu'il y avait une répression des événements tragiques après l'indépendance, c'est-à-dire un discours extrêmement flou. Alors si on est
positif, on peut dire bon, c'est bien, c'est la première fois que les autorités françaises reconnaissent qu'il s'est passé quelque chose au Cameroun, tant mieux. Mais quand on voit la déclaration et ses suites, on s'aperçoit que ils n'ont pas l'air de prendre ça tout à fait au sérieux et de se rendre compte de l'importance de ce dont on est en train de parler. On a plutôt l'impression que les autorités françaises sont obligées aujourd'hui, elles ne peuvent plus nier, comme le faisait François Fillon il y a quelques années, elles ne peuvent plus nier, mais elles essaient de balayer ça sous le tapis. Oui, c'est passé quelque chose. Allez, on avance. Mais on n'avance pas sur des centaines de milliers de morts sans leur rendre hommage, sans essayer de faire la pleine lumière sur ce qui s'est passé. C'est impossible. La guerre du Cameroun, l'invention de la France-Afrique, Paris aux éditions de la Découverte. Merci beaucoup Thomas Deltombe pour ce témoignage et ces preuves que vous mettez en lumière près de 60 ans après les faits. Réfugié au Londonistan. Voilà, parce que lui c'est un bon djihadiste. Il y a des bons et des mauvais djihadistes. Donc réfugié au Londonistan. Retour en Tunisie au moment où les anglo-saxons ont décidé que la Tunisie devait basculer dans leur influence directe et quitter l'orbite française. Parfait. Alors là, il y a eu un gag aussi à ce moment-là, dont Messan visiblement s'amuse. Paris, apparemment, n'était pas au courant de l'intégralité du plan états-unien. Et c'est pour ça qu'ils ont soutenu Ben Ali. C'est pour ça que Alliot-Marie, en particulier, a cru qu'elle pouvait défendre Ben Ali sans s'aliéner Washington. Erreur, donc on peut penser qu'à un moment, les Américains ont téléphoné à qui de droit à Paris pour dire « Non, attends, Nicolas, tu dis à la gonzesse, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, non, c'est planifié, ouais, voilà. » Et donc Paris, à ce moment-là, Nicolas Sarkozy, c'est un agent américain, s'est incliné devant son patron en disant « Bah oui, d'accord, donc la Tunisie sort de la sphère d'influence française et bascule dans la sphère d'influence anglaise. » Mais quand même, les Américains étant des gens intelligents, ils savent bien qu'ils peuvent pas non plus trop s'aliéner les Français, donc il va y avoir une récompense en contrepartie de cette gentillesse française, et la récompense, ça va être qu'on va rendre à la France la Côte d'Ivoire. Car au printemps 2011, il se passe aussi des choses en Afrique subsaharienne. Monsieur Gbagbo est à la tête de la Côte d'Ivoire depuis une dizaine d'années. Il y a été placé par les Américains et les Anglais, avec le soutien des Israéliens, et il a en partie fait sortir le pays de la zone d'influence française. Très clairement, le deal entre les Français et les Anglo-Saxons à ce moment-là, c'est « Ok, on vous laisse prendre la Tunisie », mais vous nous rendez la Côte d'Ivoire. D'où le fait que la démocratie, n'est-ce pas, étant rétablie en Côte d'Ivoire, M. Ouattara remplace M. Gbagbo, qui paye probablement le fait d'avoir un peu trop cru qu'il avait le droit vraiment de s'occuper de son pays, et qui donc était tout à fait dispensable du point de vue de ses maîtres américains, ce qui a valu aux Ivoiriens le plaisir de retrouver l'armée française pour garantir leur sécurité. Je suis sûr qu'ils en ont été absolument ravis. Les Français, à ce moment-là, jouent un peu aussi, apparemment, leur partition de leur côté. Il semble que on ait envoyé des militaires en mission officieuse pour préparer un coup d'État en lien avec les militaires libyens. Et apparemment, ce seraient les États-Unis qui auraient prévenu Kadhafi pour empêcher Paris de jouer trop solo dans cette histoire. C'est-à-dire que, semble-t-il, Sarkozy, en quelque sorte, tout en étant à la base un agent américain et en travaillant pour les États-Unis, travaillait aussi pour ses intérêts propres, pouvait travailler pour les intérêts propres du capitalisme français. Il y a du pétrole en Libye. Et donc, comme peut-être ils n'étaient pas très contents à ce moment-là au niveau des dirigeants français de ce qui s'était passé en Tunisie, il y avait des tentations de négocier directement avec la Libye, ou alors de renverser Kadhafi, mais pour mettre quelqu'un à nous. Bien sûr, les Américains ont très vite donné un coup de sifflet, non, c'est pas comme ça que ça marche, et on est tout de suite rentré dans le rang parce qu'on ne pouvait pas faire autrement.
une raison annexe de l'activisme de Sarkozy était peut-être d'ailleurs aussi que il avait très très envie ou de se rabibocher avec Kadhafi ou d'avoir les moyens de le faire taire définitivement, parce qu'évidemment l'autre savait un peu trop de choses sur lui. En tout cas, c'est ce qu'on peut supposer quand on lit Thierry Meyssan. Pour conclure sur le rôle joué par les Français dans l'affaire libyenne, avant de les retrouver quand nous allons rentrer dans le détail de cette affaire, Monsieur Meyssan dit quelque chose à un moment de très important, si c'est vrai. Alors est-ce que c'est vrai, ça je n'en sais rien. Il dit que en juin 2012, donc ça fait presque un an que la Libye de Kadhafi a été détruite, vous savez, on a gelé des avoirs libyens. Et il y a des sommes énormes, parce que la Libye est extrêmement riche, il y a 150 milliards de dollars en jeu. Et Monsieur Meyssan nous dit qu'en juin 2012, donc vraisemblablement avec la complicité passive du ministre français des Finances, Pierre Moscovici, du conseiller économique de l'Élysée, Emmanuel Macron, et de divers banquiers d'affaires, le Trésor états-unien fait main basse sur une grande partie du Trésor libyen, gelé en 2011. Et Thierry Meyssan fait remarquer qu'il y a des gens qui apparemment étaient plus ou moins liés au dossier, un préfet Édouard Lacroix, et l'ancien ministre du pétrole, M. Choukri Ghanem, qui à ce moment-là ont des accidents. Monsieur Lacroix meurt de façon inattendue et rapide. M. Ghanem est retrouvé noyé à Vienne. Mais Meyssan fait, semble-t-il, un lien, mais il donne pas de détails. Donc, on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire, tout ça n'est pas sourcé, il s'agit probablement d'un délire d'opposants politiques paranoïaques, et on va considérer que c'est ça. La politique française qui se déploie dans la foulée de cet impérialisme américain est dans l'ensemble assez peu efficace, assez erratique, puisqu'en fait on est tout le temps en train de suivre quelqu'un qui nous prévient pas à l'avance de ce qu'il va faire. D'où le fait que, par exemple, on va intervenir au Mali, où en fait nous cherchons à défendre un président francophile que nous avons installé, et nous devons le défendre contre une rébellion touareg. Le problème, c'est que ce faisant, nous combattons un groupe Ansar-Din, qui est une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est soutenu par le Qatar, avec des conseillers qataris sur place. Donc on est pris en porte-à-faux, parce que tout simplement, on ne contrôle pas ce que fait notre allié, entre guillemets, qatari. On n'a pas les moyens, comme les États-Unis, de lui dire éventuellement « non, pas dans cette direction-là ». Et on essaye de ménager la chèvre et le chou, et on arrive à des choses pas très cohérentes. On fait beaucoup semblant aussi, dit Thierry Meyssan, par exemple. Il s'amuse manifestement de la façon dont la presse française, les médias français ont présenté le rôle du Charles de Gaulle dans la coalition qui a frappé Daesh. On a présenté ça en disant « la France prend la tête d'eux », etc. La réalité, c'est qu'on nous sommes des supplétifs, ni plus ni moins. Nous essayons de vendre une influence, mais est-ce que nous avons encore vraiment une influence ? En 2012-2013, on a essayé de négocier avec les Saoudiens, de négocier avec eux sur le thème « Passons une alliance et nous allons saboter les travaux en vue d'un accord sur le nucléaire iranien ». Quand les Saoudiens se sont aperçus qu'on n'avait pas réussi à saboter cet accord pour la bonne et simple raison qu'il a en fait été négocié en bilatéral entre les Américains et les Iraniens dans notre dos, et que ensuite François Hollande a envoyé Manuel Valls en Arabie Saoudite, Valls a récupéré beaucoup moins de contrats que prévu. C'est quelque chose dont on a entendu parler quand on regardait le livre Nos très chers émirs, que j'ai chroniqué aussi dans le cadre de cette série de notes de lecture il y a quelques semaines. Ça s'explique, d'après Manuel Valls, par le fait qu'en réalité, la contrepartie
des investissements saoudiens, ça devait être qu'on arrive à empêcher la conclusion d'un accord sur le nucléaire iranien. Bref, on est en train de jouer un jeu qui nous dépasse très largement, parfois pour des avantages financiers qui peuvent profiter à nos dirigeants eux-mêmes, mais qui, et on s'en est bien rendu compte en 2015-2016, quand une vague d'attentats s'est abattue sur la France, nous mettent vraiment en danger. Et Messon conclut à notre sujet en disant, eh bien voilà, la France est objectivement devenu un État voyou. Et en plus, un État voyou bas de gamme. Un suiveur, foireux, supplétif, méprisé, qui se comporte comme un État voyou. C'est son diagnostic sur l'état de la diplomatie française en 2017. Sans nécessairement être d'accord avec tout ce qu'il dit, je crois qu'on peut le suivre là-dessus.